excessif, mais cela ne doit pas surprendre, parce que comme vous le savez, dès le départ, les Sénégalais ont sous-estimé la dangerosité de la maladie. On a vu aussi plusieurs couches de la population manifester contre les mesures qui étaient prises par le gouvernement du Sénégal. Et à un moment donné, l'État a été obligé de mettre la pédale douce, parce que comme vous le savez, dans un premier temps, on testait tous les contacts, malades ou malades, et à partir du mois de juin, lorsque la pression a été très forte, le gouvernement du Sénégal a commencé à faire un testing dirigé, c'est-à-dire à tester les personnes contacts qui commençaient à développer la maladie. Et à un moment donné, donc, la population était rassurée. Mais tout le monde sait qu'après les découvertes qui ont été faites au mois de juin et au mois de juillet en France, on sait bien que une personne infectée développe la maladie au moins 48 heures avant l'apparition des symptômes. Et devient donc capable de transmettre la maladie à d'autres personnes. Ce qui a fait que beaucoup de personnes qui ont été laissées en marge, parce que le Sénégal ne testant que les personnes qui développaient, ont eu à développer la maladie. Et on sait également que c'est pendant la première semaine que la personne est infectée que le degré de transmettre la maladie est beaucoup plus important. Ce qui a fait que beaucoup de Sénégalais ont développé la maladie et ne se sont rendus dans les hôpitaux qu'une semaine après. Donc déjà, il faut se rendre très, très tôt à l'hôpital pour se faire dépister, c'est ce que vous voulez dire. À un moment donné, on a cru que le nombre de personnes infectées était diminué, alors qu'en réalité, c'était l'iceberg que l'on voyait, mais il y avait un nombre beaucoup plus important, ce qui fait la transmission communautaire. Et moi-même, j'avais prévu qu'au mois de décembre et au mois de janvier, on aurait une explosion. Et voilà ce qui s'est passé actuellement. Il y a une explosion. La question que vous avez posée est intéressante. Maintenant, la question est de savoir comment faire pour stopper la maladie. D'accord. Alors justement, allant dans ce sens, peut-être l'État du Sénégal a eu à prendre des mesures pour justement freiner cette contamination. Nous allons y revenir avec vous, Monsieur le Ministre. Mais Manta, vous l'avez dit, pour combattre quelque chose, il faut peut-être savoir de quoi on parle. Alors quand on parle de virus, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Merci Néné pour cette question pertinente qui me semble ne pas être développée assez par les sachants qui sont au Sénégal. Parce qu'il faut savoir que là, nous avons un virus, nous sommes en face d'un virus. Qu'est-ce que c'est qu'un virus? Globalement, en biologie cellulaire, on dit qu'il y a deux types de cellules. Il y a ce qu'on appelle les cellules eucaryotes, les cellules à noyau vrai, et les cellules prokaryotes, les cellules sans noyau vrai. Maintenant, le virus est un être vivant parce que il est différencié, il ressemble aux êtres vivants. Mais on peut le considérer aussi comme un élément inerte. Ça veut dire que le virus n'est pas un élément inerte parce qu'il a des caractéristiques de vivant, mais il n'est pas complètement différencié pour devenir un vivant totalement. Donc, et on voit au niveau du virus que deux types. Il y a les virus à ADN et les virus à ARN. Qu'est-ce que c'est que l'ADN? L'ADN est une chaîne bicaténaire qui contient toute l'information génétique qui s'exprime au niveau du phénotype de tout être vivant. Et la génétique est connue, le code génétique est connu. Aujourd'hui, l'ARN messager qui est utilisé, ou bien le virus qui développe des ARN, le virus à ARN, que ce soit le virus à ARN ou bien le virus à ADN, tous les deux virus au sein de l'organisme, ils vont se multiplier. Maintenant, la multiplication, c'est ce qu'on appelle la duplication ou bien la réplication. Et au cours de la multiplication, le virus à ADN a la possibilité, ou bien l'ARN polymérase, ça veut dire l'enzyme qui permet la multiplication, la division cellulaire, l'ADN polymérase a la possibilité de corriger toutes les erreurs lorsque le virus se multiplie. Alors que chez les virus à ARN, lors de la réplication, c'est l'ARN polymérase. Mais l'ARN polymérase ne peut pas corriger les erreurs de copie. C'est la raison pour laquelle on parle de variants. Maintenant, l'ADN du virus contient toutes les informations génétiques, je l'ai dit. Les virus ARN aussi, toute l'information génétique est contenue dans leur ARN. Mais au cours de la réplication, il peut y avoir ce qu'on appelle des mutations. Donc ce n'est pas comme une bactérie qui est connue, qui ne mute presque pas ou bien mute très rarement. Si vous la cernez une seule fois, c'est fini. Mais quand il y a des possibilités de variation, il faut cerner chaque variant et comprendre comment il se développe. C'est la raison pour laquelle
lors de cette réplication... C'est déjà pour ça qu'on parle de différents variants par rapport justement à ce virus. Et il y a 4 possibilités pour avoir une mutation lorsque la cellule se réplique. Il y a ce qu'on appelle la mutation par inversion, la mutation par substitution, la mutation par insertion et la mutation par délétion. Maintenant, parmi les 4 types de mutations, il y a ce qu'on appelle les mutations silencieuses. Ça veut dire qui ne perturbe pas le code génétique ou bien le génome du virus. Oui. Mais il y a d'autres mutations qui sont des mutations sens, qui ne sont pas silencieuses. Lorsque cette mutation se passe, ça reconfigure, ça change totalement le gène du virus. Et dans ce cas, on parle de variant. Et on va développer peut-être sur le type de vaccin qui est connu tout à l'heure, mais si la mutation ou bien l'élément de mutation touche ce qu'on appelle l'épitope ou le déterminant antigénique du virus, il y aura autant de vaccins que de virus, parce que on dit que le vaccin est préventif, le vaccin est spécifique et nécessite un rappel. C'est ce qui fait que des fois les gens disent qu'il y a 2 doses, 3 doses pour avoir l'immunité. Et je vais revenir, il l'a dit. Aujourd'hui, quand on parle d'immunité collective, pour qu'il y ait une immunité collective aujourd'hui, il faut que 60% de la population chope le virus, soit guéri du virus, ou bien chope le virus, ou bien soit vacciné. Ce qui revient à 9 600 000 personnes au Sénégal. Il faut que 9 600 000 personnes soient concernées par le virus pour qu'on puisse parler et pour le moment, on est très loin de... Et aujourd'hui, on est à 0,23% de ça, par rapport à ceux qui sont guéris et ceux qui ont chopé le virus. Donc c'est très compliqué, il l'a dit, j'y reviendrai. Et il y aura des propositions par rapport à ce qui se passe. Mais les gens, je pense qu'ils ne connaissent pas la biologie cellulaire. Ça veut dire que les scientifiques n'ont pas assez parlé. Ils ont laissé les pharmaciens et les médecins qui parlent, alors qu'on a fait les mêmes bancs et les mêmes classes. D'accord. Et donc, il faudrait expliquer ce que c'est que le virus et comment le virus est intelligent et comment il trompe la vigilance et des personnes, mais aussi et de l'immunité du système immunitaire au niveau de l'organisme. Alors, je vais revenir vers vous. On va parler un peu également du vaccin, parce qu'on le sait, lorsqu'on parle de mutation, lorsqu'on parle de variants, comment le virus va agir par rapport justement à ces vaccins-là. Mais d'une autre part, Seigne Saliou, on l'a dit tout à l'heure, on parle de cas de contamination communautaire. Alors, est-ce que les stratégies ou bien les mesures mises en place par le gouvernement sont efficaces stratégiquement pour lutter contre le Covid-19 et pour limiter la contamination communautaire? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il va falloir franchir un palier même dans la communication institutionnelle. Parce que chaque jour, on nous parle de cas communautaires, de cas importés, aussi de cas contacts. Si vous écoutez l'information à l'étranger, chaque fois, les gens, ils parlent simplement de cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une différenciation, on n'a pas différencié les types de cas. Il est vrai qu'ici, c'est pour une plus grande lisibilité, bien sûr, de cette maladie-là. Mais je crois que là, il faut mettre tout simplement le focus, c'est le nombre, tout simplement, de cas que l'on enregistre chaque jour. Parce qu'en réalité, quand on parle de cas communautaires, il n'y a pas eu tout simplement un lien épidémiologique par rapport, bien sûr, à ces cas de contamination. Mais ce qui est sûr et certain, il n'y a aucune différence entre le cas importé, le cas communautaire et le cas contact. Donc là où il faut réellement... Ils ont tous le coronavirus. Non, absolument. Et je crois que souvent, on perd beaucoup de temps même sur le fait de vouloir dire aujourd'hui, on a tant de cas communautaires. C'est tout simplement pour montrer qu'en réalité, que la maladie là, compte tenu bien sûr de sa nature de transmission, bien sûr, il peut y avoir une foultitude de ce que nous appelons aujourd'hui des cas communautaires. Mais là où le ministère doit mettre surtout le focus, c'est comment faire aujourd'hui pour non seulement rompre la chaîne de transmission. Et je crois aujourd'hui, on a l'impression que le pays est un peu à la traîne par rapport à cela. Il est vrai que le Sénégal n'est pas un îlot par rapport au reste du monde. Cette situation-là, nous la partageons avec plusieurs pays. Bon, il est vrai qu'à un certain moment, on se dit que la population, il y a des gens qui toujours sont dans le déni. Vous allez ailleurs, en France, aux États-Unis, partout ailleurs, il y a des gens qui sont toujours dans le déni. Que ça soit avec la maladie, que ça soit aussi toujours avec le vaccin. Il y a des pro-vax, il y a toujours des anti-vax. Le monde est ainsi fait. Mais je crois que ce qui est important, c'est surtout faire de sorte que ceux-là qui ne sont pas encore sensibilisés sur la dangerosité de cette maladie-là, quand même le soient. Parce qu'en réalité, c'est une maladie qui est là, qui est en train quand même de faire des ravages. Il y en a peut-être qui ne sont pas encore conscients de cela. Et je crois que ces gens-là, il ne faut pas quand même les fustiger au point de dire que bon, peut-être que c'est de l'industrie ou quoi. Ils ne sont pas
arriver à ce degré de conscience même de cette maladie-là, c'est ce qui est normal, mais il va falloir quand même réactiver cette communication-là qui puisse au moins convaincre ces gens-là qui sont toujours dans le parler de communication. Par rapport à ces mesures prises également, on a l'impression que l'État semble ne pas être ferme par rapport au rassemblement. Comment est-ce qu'on peut analyser ça également? Ce qui a amené aujourd'hui cette confusion surtout, c'est l'instauration de ce couvre-feu-là. Parce que vous ne pouvez pas dire que on interdit les rassemblements, on interdit la surcharge au niveau des moyens de transport et en même temps on décrète le couvre-feu à partir de 21h. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'heure même de la descente du travail, les gens sont obligés de prendre en masse, non seulement de s'assembler au niveau des... Donc ça a créé l'effet contraire. Absolument, c'est l'effet contraire qui est en train tout simplement de se produire. Or, je crois qu'il fallait tout simplement essayer de voir comment gérer tout cela, revenir à l'ancienne situation. Parce qu'il fut un temps où, au niveau même des transports, où réellement il y avait un nombre très restreint au niveau des transports. Mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Et le gouvernement ne peut pas du tout l'interdire. Pourquoi il ne peut pas, malgré l'arrêté, j'ai dit, du ministre, on ne peut pas interdire la surcharge au niveau des moyens de transport. Sinon, les gens vont passer la nuit dans la rue. Donc, aujourd'hui, il est temps quand même qu'on s'arrête, qu'on fasse au moins l'évaluation de ce couvre-feu-là. Lors de la première vague, le couvre-feu n'a pas, en tout cas le couvre-feu d'ailleurs, ça a été l'occasion pour certains non seulement de passer à travers les mailles des filets et d'exporter le virus au sein même des régions. Et c'était important de faire justement l'analyse de ce couvre-feu par rapport à cette première étape. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'évaluation. Parce que si on avait fait l'évaluation du premier couvre-feu lors de la première vague, je crois qu'on réfléchirait à 2 fois. Parce qu'il y a quand même des moyens pour lutter contre ce, plutôt que d'instaurer un couvre-feu qui, à mon humble avis, est en train de faire tout simplement, en tout cas de produire l'effet contraire, c'est-à-dire l'effet qui était tout simplement escompté. Alors, Monsieur le Ministre, on parle de mesures qui ont été prises par le gouvernement. Est-ce que vous partagez l'efficacité de ces mesures-là par rapport justement à ce couvre-feu? Parce que d'aucuns jugent qu'on ne peut pas couper ou bien qu'il est impossible de couper cette chaîne de transmission de 21h à 6h du matin ou à 5h du matin. Alors, comment est-ce que vous percevez ces mesures-là qui ont été prises? Mais permettez-moi de compléter, docteur, tout à l'heure, parce qu'il a dit qu'environ il faut 60% de la population alors pour que la population soit immunisée. Oui. En réalité, les 60% là, cela dépend du R0. C'est la capacité d'une personne infectée à transmettre la maladie à l'autre personne. Si le R0 est égal à 2,5, on a la population ciblée P qui doit être supérieure à 1 moins 1 sur R0. Donc, plus que le R0 est important, donc plus que le pourcentage à vacciner devient important. Et au Sénégal, on nous avait dit à un moment donné que le R0 était, à un moment donné, qu'une personne avait infecté 25 personnes à Sédhiou. On nous a également dit qu'une personne avait infecté 16 à 19 personnes à Touba. Cela veut dire qu'au Sénégal, si on connaît exactement le R0, très certainement, on va dépasser 80% ou 90% de la population à vacciner pour pouvoir les immuniser. Donc, au Sénégal, il nous faut beaucoup plus de vaccins. Maintenant, tout le monde sait que le Sénégal est un pays dont les décisions qui sont prises par le gouvernement dépendent de la réaction de la population. Et on sait que depuis des années, mais c'est très dangereux si on en arrive là, parce que l'État quand même doit pas réagir en fonction des populations, peut-être cerner un peu ce qui est bien pour cette population. J'avais dit qu'aucun pays du monde ne peut pas se mettre à dos de son électorat. Oui. On sait qu'au Sénégal, que les confréries Tidiane, Mouride et autres pesent très lourd sur l'électorat. On sait également, avec la démocratie qu'il y a pendant ces 20 dernières années, qu'il y a beaucoup de groupes sociaux également qui posent très lourdement. Donc, aucun gouvernement ne se mettrait à se battre contre sa population et contre le virus. C'est ce qui a fait, je crois, qu'à un moment donné, le gouvernement a un peu assoupli. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que nous tous, nous devons être responsables. Oui. C'est-à-dire comprendre que cette maladie-là ne fait pas de distinction ni entre chefs religieux, ni entre chefs chroniques, ni entre autorités, ni entre autres. Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts dans tous les groupes au Sénégal, sociaux au Sénégal. Donc, cela veut dire que tout le monde est en danger. Maintenant, le gouvernement, il a pris des mesures. Je crois que ces mesures n'ont pas été totalement respectées parce que la population n'a pas encore compris.
Ensuite, ceux qui véhiculent la communication, c'est-à-dire... Mais c'est à l'État aussi de faire respecter ces mesures-là. L'État ne peut pas tout faire. L'État seulement doit réguler l'activité humaine dans tous les pays du monde. C'est-à-dire corriger, essayer ensuite de pondérer la situation sociale au Sénégal. C'est que vous, moi et les autres, nous tous, nous devons être convaincus que cette maladie-là n'est pas une maladie, alors qu'on doit jouer avec. C'est une maladie qui est très importante. C'est pourquoi moi j'approuve les mesures qui sont prises par le gouvernement, parce que d'abord, la seule solution actuellement qui se présente à nous tous, c'est la vaccination. Rapprochez-vous de votre micro, s'il vous plaît. Donc la seule solution qui se présente à nous tous, c'est la vaccination. Puisque les Sénégalais ne veulent pas respecter à 100% donc les mesures barrières. Le gouvernement a, je crois, annoncé dans son programme qu'il va acquérir très prochainement 3 500 000 doses de vaccins d'un pays ami. C'est très important. Oui. Qu'il cible ensuite les groupes qui sont vulnérables, c'est-à-dire ceux qui sont âgés de plus de 60 ans, ceux qui ont une comorbidité, c'est-à-dire une autre maladie telle que l'hypertension, telle que l'asthme, le diabète, entre autres. Donc on le sait. Et ensuite, au fur et à mesure que cela avance, le gouvernement va élargir donc cette vaccination à d'autres. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'il y a nécessité pour tous les Sénégalais, quel que soit leur bord, de se mettre ensemble. Parce que ce n'est pas une affaire de l'État. Ce n'est pas une affaire de l'État. Et le retard que nous avons, nous les pays sous-développés, disons, c'est de mettre tout sur le dos de l'État. Moi, je voudrais que chacun de nous comprenne que cette responsabilité incombe à l'État du Sénégal, à la population sénégalaise. La responsabilité doit être partagée. La responsabilité doit être partagée et véhiculée par vous, par les professeurs, par ceux qui ont la bonne information. Donc je crois que c'est important, parce qu'avec l'arrivée des nouveaux variants, tout le monde sait que le variant britannique, d'après ce qu'a dit le président Boris, il est 30 fois plus mortel que plus contagieux. Non, il a dit 30 fois plus mortel et 70 fois plus contagieux. Et le variant sud-africain est 50 fois... Ce que les scientifiques ont démenti. Le variant sud-africain est 50 fois plus contagieux que l'autre variant. Il y a également le variant brésilien qui résiste même actuellement aux différents types de vaccins qui sont proposés.